On est samedi matin, il est tôt. Voilà, c'est la première vidéo, il est 9h, on vient juste de rentrer dans le festival et déjà un grand moment de bonheur avec la rencontre de François Bachelard, le créateur de Nostromo Édition et de tant de choses. Voilà, parce que je dis, évidemment, c'est la société Nostromo Édition, mais alors tout ce que vous voyez là, quasiment, à part deux petites boîtes, parce que ça, c'est pas toi, je crois. Alors, ça, c'est moi encore. Ah, ça, c'est toi, pardon, il n'y a que celle-là. Ça, c'est la première qui est pas de moi. Parmi tout ce qui est là, il n'y a que cette boîte que François n'a pas créée. C'est quand même un truc incroyable. Alors, ça va, François ? Bah écoute, ça va. Deuxième grosse journée qui s'amorce. Troisième, parce qu'il y a quand même la journée pro. Jeudi, c'était quand même calme. Ouais, jeudi matin, c'était très calme. Oui, c'était pas, on n'avait pas le stand plein. Ouais, un peu trop calme. C'était un peu bizarre. Jeudi matin, c'est un peu étrange. Ouais, peut-être un peu trop filtré, je pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu passes un bon festival. Les gens sont cool. Les gens sont... Par rapport à tes jeux, les réactions sont cool. Oui, c'est génial. Partout sur les tables. Les gens sont tous très bienveillants, puis viennent pour jouer. Les joueurs sont bienveillants, franchement. Si j'ai changé de métier, c'est pas par hasard. T'as changé de métier, c'était pas ton vrai métier ? Avant, je travaillais dans l'audiovisuel. J'ai une société d'ailleurs que je suis en train de fermer. Ah ok, alors tout ça, en fait, c'est vachement intéressant, mais c'est surtout que ça va me permettre de faire un lien tout de suite avec le podcast de Tu joues ou quoi, dans lequel tu vas apparaître, parce qu'en fait, tu as enregistré un podcast avec Stéphanie, qui est juste derrière la caméra, là tout de suite. Et du coup, tu racontes un peu, j'imagine, tous ces trucs-là. Je suis pas rentré dans le détail sur mon ancien métier, mais voilà, c'était un peu du loisir aussi, parce que je vendais des salles de cinéma, donc ça fait rêver. Cool. Pour particuliers un petit peu riches. Ah d'accord, des home cinéma, on va dire. Alors, des super home cinéma. Des super home cinéma de la mort. Bon, tu as peut-être déjà même bossé à Cannes. Non, je suis pas allé jusqu'à Cannes. Non, c'est un autre niveau là. Par contre, là, c'est plus le même monde quand même. Ok. Bon, on va parler un peu de tes jeux. Alors du coup, on va commencer juste par dire ce qui est déjà existant, qui est là depuis un petit moment. Oui, on a commencé avec ça, qui est toujours d'actualité, qu'on va continuer à travailler, à développer, à éditer. Donc il a une jolie petite vie. Je suis super content. Donc ça, c'est notre numéro 1 en même temps. Voilà, c'est normal qu'il ait une jolie petite vie. Qui a bien fonctionné. Avec un univers. Heroic Fantasy avec des trolls, des gobelins, tout ça. Ça me coule dans les veines, tout ce qui est médiéval fantastique, histoire et SF. Là, je pensais que j'adore les backgrounds. C'était vraiment super. J'adore les illustrations de ce jeu-là. Lucie Mercier, en fait, qui a fait ça, qui a fait également le second, en fait, qui a une très jolie patte avec qui je vais certainement retravailler. Mais bon, je travaille avec quelques artistes, je peux pas faire bosser tout le monde en même temps. Ouais, forcément. Mais c'est vrai que c'est très chouette. C'était une belle découverte cette illustratrice. Ok. Ensuite, on avait. Après, on a sorti Rivality, donc de la même illustratrice, en fait, qui est un jeu de stratégie déjà un petit peu plus. On disait qu'on peut se rapprocher des échecs sans être aussi méchant que les échecs. Avec des golems. Mais voilà, c'est des golems, des magiciens qui se castagnent et qui font du contrôle de territoire. Donc là, on est plus sur un petit jeu de confrontation léger, mais avec des petites mécaniques particulières. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que ces deux jeux-là, en fait, ils sont accessibles vraiment. C'est du jeu, on est vraiment dans le familial. Après, dans la technique et dans la stratégie, on peut aller jusqu'à l'initier, mais en tout cas dans la compréhension. Alors, on peut jouer très vite. Une partie, c'est 20 minutes, c'est super dynamique. Et puis là, après, c'est ma patte. Je peux pas m'empêcher de proposer des choses supplémentaires sur mes jeux. Donc il y a évidemment sur Rivality, il y a un mode expert, il y a une campagne solo rejouable à l'infini qui est narrative. Pareil pour Eteria, il y a je sais plus combien de modes. Alors du coup c'est bien parce que ça me permet de rebondir tout de suite sur un truc. C'est que quand tu dis que tu ne peux pas t'empêcher de créer du contenu pour tes jeux, ben voilà la preuve. C'est qu'ici, hop là, attends, je vais le tenir bien. Ici on a le Nostromag, en fait là on a le numéro 2. Numéro 2, oui. Qui ça doit te prendre un temps mais incroyable. Alors oui, mais ça fait 30 ans que j'édite des magazines dans mon autre métier, donc j'ai vraiment l'habitude de le faire. Donc j'ai eu cette idée l'année dernière de regrouper tout le boulot qu'on avait fait depuis 1 an et demi dans un magazine de 100 pages. Et puis là à peu près 1 mois et demi avant le Fige, je me suis dit on en sort un deuxième. Donc là, ça nous a, c'était une folie au niveau taf. Mais là, on sort en fait surtout qu'on l'a fait un supplément. Il y a beaucoup d'historique, en plus des recherches historiques. Il y a un peu de travail. Parce que du coup, dans le premier, en fait, vous aviez plein de scénarios différents pour Rivality. Il y avait les modes de Rivality, il y avait des jeux différents. Pour Eteria, il y avait un mode solo, je crois. Il y avait même un mini-livre dont vous êtes le héros. Pour Eteria qui débouchait sur 4 modes solo différents. Un contenu incroyable. Et il y avait également du contenu pour
Hop là, Sarré qui et est pour juste Sarré, ici. et oui, pour Sarré. Donc qui est sorti l'année dernière au Fige aussi. Et puis qu'il y avait donc il y a le mode solo qu'il y avait dans le magazine, plus d'autres variantes. Et puis là en fait je suis super fier. Alors je sais pas ce que ça donnera, je sais pas si tous les éditeurs font ça, mais j'ai retravaillé encore sur le jeu après sa sortie. Et là on vient de sortir une version 2.0 des règles qui vont faire redécouvrir le jeu complètement, puisque là il y a beaucoup moins de chaos, c'est-à-dire qu'en fait, on a lissé complètement le risque qu'un joueur tire les bonnes cartes et pas l'autre, puisque là, cette fois-ci, il y a une mécanique qui fait que tout le monde est à la même enseigne au niveau de la chance. Et ça change plein de choses. En tout cas, voilà. Mais d'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, la règle elle est dans le Nostromag. Et la règle est dans le Nostromag, ouais, tout à fait. Dans le numéro 2. Qui sera disponible après le Fige en lecture sur notre site. Les gens pourront découvrir. Ok, donc Nostromo. Sarré, effectivement, c'est un jeu de pose de tuiles oui. avec une part de stop ou encore. Voilà, là j'ai mélangé deux mondes. J'ai mélangé en fait les jeux un petit peu. De loin, il ressemble à un gros jeu de gestion, mais en fait, la mécanique de base, c'est un stop ou encore, donc c'est un peu une mécanique de party game finalement. Et moi, j'adore quand il y a de l'ambiance autour d'une table. J'aime pas phosphorer dans mon coin. Il y a beaucoup de joueurs comme ça et je les respecte, mais c'est pas mon truc. Mais là où effectivement, quand on joue autour de la table, il y a de l'ambiance. Parce qu'on fait travailler des ouvriers, il y a un niveau de révolte. Voilà, faut pas trop pousser. Il faut pas trop pousser les ouvriers au boulot parce que sinon ils vont se révolter. Mais on est tenté de les pousser à bosser parce que c'est une course à la construction. Sinon, donc faut quand même qu'ils bossent. Si tu les pousses pas à la révolte un peu, ça marche pas. C'est un peu comme mes potes qui bossent sur le stand. Je les pousse un peu, j'espère qu'ils vont jamais se révolter. Mais les pauvres, je les fais taffer. Bon. On a A Long History. Oui. Alors A Long History, il a, au-delà du titre, il a une histoire aussi personnelle avec ta fille que vous pourrez découvrir dans le podcast. Putain, et je le tease, le podcast, là franchement, si vous n'allez pas écouter le podcast, c'est que vraiment vous le faites exprès. On a vraiment développé dans le podcast, c'est clair. Ouais. Et du coup, alors vas-y, si tu peux nous en dire. Alors, garde bien les secrets sur le jeu dont tu parles dans le podcast, mais juste le pitcher le jeu. Et ben en fait, le jeu, c'est un jeu de civilisation très accessible pour moi. Pour ça je dis c'est un petit, alors pas dans le sens péjoratif, il y a plein de choses dans ce jeu, mais il est très très facilement accessible. Quand j'explique le jeu en 5 minutes, les gens jouent tout de suite. Alors un jeu de civilisation en 5 minutes, ça n'existe pas trop, mais c'est rare. Mais donc c'est un jeu de cartes. Il y a 150 illustrations originales. De ce côté-là, je trouve qu'il est vraiment chouette. Et puis le principe du jeu, c'est qu'un joueur, on achète les cartes avec des dés. Alors je sais que ça fait tout de suite peur, des dés, les gens qui n'aiment pas le hasard. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a toujours un joueur qui va lancer les dés pour faire ses achats de cartes, et tous les autres joueurs vont utiliser les mêmes résultats pour acheter les cartes. Donc ça j'y tenais vraiment, il y a plus il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas, ce que j'ai appliqué à Sarré sur les nouvelles règles d'ailleurs. Donc on va acheter des cartes qui vont nous créer un moteur, qui vont faire monter notre civilisation, et puis en fait qui vont permettre de remporter la victoire. Il y a une espèce de table de technologie au centre qui permet de progresser, et puis encore un point un peu particulier, c'est que finalement dans la boîte il y a 3 jeux. Donc on peut jouer un jeu de civilisation à la préhistoire, on peut le jouer à l'Antiquité, on peut le jouer au Moyen-Âge, et puis en fait pour les poilus, on peut carrément en fait enchaîner les âges et faire une partie qui va durer, une fois qu'on s'est joué, 1h30 pour les 3 âges. Donc c'est vrai que c'est rapide, hein, c'est cool, une partie en moyenne c'est 30-40 minutes. Et là je vois qu'il y a des vikings, moi j'adore les vikings. Ouais, mais alors ils sont pas sympas dans le jeu. Mais bon. Là c'est des calamités les vikings dans le jeu, parce qu'on n'a pas que des trucs cool qui arrivent. Bah oui, parce que nous, je disais, on adore les vikings avant d'être coupé par le petit message dans le salon. J'adore les vikings parce que nous on est normands. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est chez nous. T'as de l'ADN de viking. Bah, moi aussi. Viking. Enfin, je suis pas normand, mais je sais que j'ai de l'ADN de viking. En fait, oui, ils se sont installés quand même pas mal chez nous. Hein. C'est ça. À force, on leur a filé du territoire parce que. Alors, sur la chaîne, vous avez quand même la vidéo de Etheria, la vidéo de Rivality, la vidéo de Sarré. Et là, dans quelques jours, je pense, vous allez avoir la vidéo de Orc versus Orcs. Et puis, il y aura également la vidéo de tout ce qu'on vous présente en fait. Tout va apparaître parce que en fait, voilà, c'est nous. Moi, j'adore les jeux de François et du coup, je suis très content de les proposer sur la chaîne. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Donc Orcs versus Orcs. Orcs versus Orcs, il est un peu particulier. Alors déjà, c'est un jeu dont je suis très fier parce que c'est vraiment à la limite celui qui me ressemble le plus. C'est celui où quand je me retrouve avec les potes, on se dit allez, on se fait un jeu de baston. On aime bien la baston, on n'aime pas trop jouer dans son coin. Là, on joue pas dans son coin. On joue quand même en équipe. Ce qui est pas mal, j'aime bien les jeux en équipe parce que quand on perd, on n'est pas tout seul. On emmène son pote avec soi, c'est bien. Et c'est un jeu qui a l'air bien bourrin comme ça, même avec le nom, hein, évidemment, Orcs versus Orcs, et qui a plein de finesse dans le jeu. On peut gagner en se prenant des roustes. Ça m'est arrivé, hein. J'ai déjà remporté un jeu avec un coéquipier, une coéquipière en l'occurrence, et on s'est pris des roustes au niveau militaire tout le long de la partie. On a gagné.
Donc parce qu'on peut faire des points de façon maligne. Pour des orques, c'est particulier. C'est pas courant. C'est pas courant. Le jour où les orques sont malins. Mais voilà, en fait, il y a un système de placement et puis il y a une mécanique d'objectifs pour marquer des points avec une rivière qui tourne. On ne peut pas rester sur ses positions, il faut s'adapter. Puis on peut aller gratter des points de victoire sans forcément tataner. Par contre, on gagne des points de victoire quand on va tataner les adversaires. Donc ça pousse un peu les gens à castagner. Puis s'il n'y a pas de castagne, ça serait triste pour nos amis les orques. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Moi, je l'ai créé ce jeu pour jouer avec mon fils. Il y a longtemps, hein. Alors ça c'est une exclue. Parce que j'avais un fiston qui aimait bien la bagarre, donc on jouait Bataille pour les terres du milieu quand il avait une dizaine d'années. Ah oui. Et puis en fait j'ai créé celui-là en fait pour jouer avec lui. Et c'est rigolo parce qu'en fait dans l'équipe on a le même effet. On a un papa qui a joué avec son fiston et ils n'arrêtent pas de jouer à ça. Le fiston il est accro, donc il a pareil une petite dizaine d'années. Donc ça c'est le jeu idéal pour jouer entre potes. Puis pour papa jouer avec le fiston parce qu'il est pareil très accessible. Ok. Bah ça c'est super, j'ai très hâte. Moi j'ai lu les règles pour l'instant 2 fois et puis j'ai hâte d'y jouer maintenant. Allez, on continue avec un jeu à toi qui s'appelle 99% pur. Alors là, attention. Qu'est-ce que c'est? On parle de farine un peu quand même. Donc en fait c'est un jeu parodique dans l'univers de la série Breaking Bad, pour ceux qui connaissent. Excellent, bah oui. Donc là en fait dans ce jeu au début je voulais le mettre en 18+, mais on l'a laissé en 14+ quand même. C'est un jeu où on va produire de la meth. Donc c'est très mauvais, faut pas, c'est pas bon, c'est pas bien. Comment il s'appelle dans Breaking Bad le cuistot, Walter White. Walter White, ouais, voilà. Mais il a un nom, donc, il a un surnom. Oui. Ça me revient pas. Ça ressemble à un nom, genre la bière. C'est le nom de mec qui a bossé sur la bombe atomique. Hein? Heisenberg, voilà, ça ressemblait à un nom de bière. C'est ça, que je vais pas citer. Ouais, non, mais là c'était plutôt c'est ça. Heisenberg, c'est un mec qui a bossé sur le projet de bombe atomique pour les nazis, si je me trompe pas. D'accord. Donc en fait, oui, il y a Walt et puis en fait son assistante Jessie. Mais enfin, ils ont pas ce nom-là dans le jeu. On est parti sur des trucs sur un jeu un peu fun où donc on se retrouve. Sinon après, t'aurais été confronté au problème de licence. Oui, évidemment. Et puis je voulais pas, puis j'ai pas les moyens de prendre une licence. Moi, je suis encore trop petit. Hein, donc là, c'est plutôt c'est parodique. En France, on a tout à fait le droit de faire de la parodie sur des choses qui existent, tant qu'on prend pas les images. Donc on a des personnages qui ressemblent de loin aux personnages de la série. On n'est pas obligé de connaître la série pour jouer, évidemment, parce que ça reste un jeu, c'est pas un jeu licence justement. Et puis en fait c'est un jeu de cartes à main ouverte où on va jouer avec, c'est bourré d'interactions et de possibilités, et on va en fait créer on va récupérer des plis de cartes qu'on n'a pas le droit de consulter. On va pouvoir infiltrer des cartes dans le pli des adversaires. Et une fois qu'on a fini le tour de jeu, sans consulter son pli, on doit décider si finalement on est chimiste ou on fait partie de la DEA, sachant qu'on aura un petit peu de tout dans le jeu. Et selon son choix, on score différemment. Et ça, c'est un peu l'originalité du jeu. Il faut essayer de retenir ce qu'on a réussi à prendre. Mais le problème, c'est que parfois, un personnage comme... il s'appelle Hank dans la série, mais là c'est l'inspecteur. Son pouvoir, c'est de perquisitionner. Donc on peut l'utiliser pour aller piocher 2 cartes dans les plis de l'adversaire, en conserver une et remettre l'autre. Donc à un moment donné, il y a du flou qui s'installe dans mes plis. Et en fin de partie, il y a un peu ce choix qui est assez marrant de se dire mais où est-ce que je scorerais le plus? Et l'objectif, c'est de faire plusieurs manches et d'atteindre 99 points. Voilà, tout simplement. Super. Et c'est pareil, c'est un jeu qui se joue en une demi-heure pour 2-4 joueurs. Dans un univers rigolo pour le coup. Univers rigolo, ouais. Qui pourrait ne pas l'être. Rigolo, mais à la base qui n'est pas rigolo du tout. Qui pourrait ne pas l'être, mais qui est tourné d'une manière un peu dérisoire. C'est ça. Et enfin, on a Clash 451, le destin d'Attila. Là, c'est une première, celui-là. C'est une première parce que c'est un jeu en fait où j'ai travaillé au développement, mais c'est pas mon jeu. Donc c'est un jeu de Romain Mathieu en fait, qui a été illustré par notre illustratrice maison, enfin qui a travaillé dessus aussi. L'illustration de base c'est également Romain Mathieu, donc c'est assez marrant. Et c'est un jeune auteur, c'est son premier jeu qui m'a présenté sur un festival alors que j'étais en train de remballer mon stand et puis j'ai filé ma carte et j'ai dit écoute on verra ça plus tard, hein. qui est revenu à l'attaque, qui a fini par m'envoyer le proto. J'étais pas... Comme tous les protos, je jette un œil et dès que j'ai commencé à jouer, je fais waouh. C'est un jeu sur base historique. Moi, je suis un fan d'histoire, mais il n'y a pas besoin d'être fan d'histoire pour y jouer. Hein. Ça reste un jeu. Ça aurait pu être une autre thématique, mais enfin, ça s'y prête super bien. C'est le clash qu'il y a entre l'empire d'Attila et l'empire romain. Et en fait, avec une bataille ultime qui a eu lieu en 451. C'est pour ça que le jeu s'appelle Clash 451, qui va peut-être faire l'objet d'une série. Là, c'est un scoop, hein. Parce qu'on imagine déjà un clash 1815, un clash 1940 par exemple, voire un clash
mécanique, voilà. peut-être avec des petits ajouts, des choses ça un sera, peu voilà, différentes. ça sera une base identique, mais en fait ce sera pas du tout les mêmes jeux. Évidemment, Voilà. il y aura des effets différents. Mais c'est un jeu où on joue, chacun on a 21 cartes qu'on va jouer, et c'est vrai que c'est bourré de rebondissements. Il y a de la baston, il y a du contrôle de territoire. Franchement, quand j'y ai joué, il m'a plu, et puis je sais plus combien de parties j'ai fait. Et pareil, 20-30 minutes, et on les enchaîne. Et c'est un 2 joueurs, c'est notre premier jeu de joueurs, purement 2 joueurs. Bah écoute, super, on va avoir l'occasion de vous présenter tout ça encore sur la chaîne. Alors je sais pas quand, parce que là il va falloir étaler un petit peu les vidéos quand même. Sinon je vais plus dormir en plus de ma vie. Surtout qu'on en a encore qui arrivent, donc tu vas souffrir. Bah merci François. Merci, je crois qu'on a tout dit. Tu voulais rajouter quelque chose? Bah écoute, non, si ce n'est que maintenant voilà, on a 3 gammes qui se dessinent, ce qu'on n'avait pas avant, hein. On a la gamme des jeux qui sont aux alentours de 25 €. On a la gamme des jeux qui sont aux alentours de 45 €, puis on a la gamme de jeux qui sont aux alentours de 15 € prix public. Et avec des formats de boîte qui vont... Voilà, on a 3 formats de boîte. Voilà. C'est pour ça que parfois on nous dit pourquoi il y a trop de vide là-dedans. C'est parce que on a des formats de boîte. On ne veut pas avoir des boîtes différentes selon. On pourrait optimiser évidemment, mais c'est vrai qu'il y a l'effet de gamme qui fait que parfois. Et puis si on collectionne tes jeux, en fait ça fait oui, en fait c'est sympa quoi. Voilà, après j'espère qu'on va collectionner nos jeux, c'est cool, c'est sympa. Il y en a qui ont toute la gamme et ça fait vraiment immensément plaisir. C'est ça. Voilà. Et écoute, merci beaucoup, et puis n'oubliez pas aussi le Nostromag. Voilà, si vous aimez, si vous avez les jeux chez vous, qui va vous apporter plein de contenu. On va continuer sur le festival, et puis merci François, puis à bientôt. Merci David, à très bientôt, ciao. Bonne journée, à bientôt. On est maintenant dans l'espace pro de Black Rock Games avec Grégoire qui est juste ici. Bonjour. Ça va Grégoire? Très bien, merci. Bon, merci de m'accueillir ici. Il y a un groupe de gens, de touristes, on va dire, qui arrivent. On va monopoliser le truc pendant 5 minutes. Donc là, on va présenter 4 jeux qui vont sortir dans quelques temps. Et il y a notamment donc Boréal qui est juste ici. Alors déjà, ça, c'est sorti, ça, je crois. C'est sorti, exactement. On peut se le procurer sur le festival, si vous voulez. C'est chez Spiral Edition. Exactement. Voilà, c'est ceux qui avaient fait District Noir. Exactement. Et qui, donc, leur deuxième jeu à 2, donc Boréal. Alors vas-y, je te laisse nous pitcher un petit peu, nous donner envie. Donc c'est un jeu à 2, comme ça. Les spécialistes du jeu à 2, District Noir, Spiral Edition, pardon. Ouais. On incarne, en fait c'est après un cataclysme, on va reconstruire un petit peu l'humanité, déconstruire des bâtiments. Ça va être un jeu où on va construire une pyramide de bâtiments qui vont interagir entre eux pour faire un maximum de points de victoire. Alors les gens ne voient pas ça. Hein. Non, malheureusement les gens ne voient pas effectivement le plateau. Pardon, effectivement moi je regarde le plateau. On va avoir donc un plateau qui va séparer chacun des joueurs avec une rivière de cartes qui va être accessible en fonction d'un curseur, en fonction de chaque joueur, qui sera en miroir un petit peu entre chaque joueur. Chaque joueur, donc à son tour de jeu, pourra sélectionner une carte, la payer ou bien la réserver, c'est selon. Et en la payant, donc du coup, la placer sur sa pyramide, en commençant par un premier étage à 4, puis à 3, puis à 2, puis à 1. Ensuite, il y aura un décompte de points de victoire en fonction du placement des cartes, avec certains pouvoirs de cartes qui peuvent échanger des cartes, avec des cartes qui peuvent utiliser des couleurs de cartes pour faire plus ou moins de points. Le jeu se joue assez vite, ça doit se jouer en 20 minutes, je crois, qui est annoncé. 25 minutes. 25 minutes, c'est ça. 25 pour 10 ans minutes. Et plus. Pour 10 ans et plus. Ça marche très bien, c'est très coloré, le graphisme je trouve est très agréable. Ensuite je ne suis pas très neutre pour le Et c'est illustré à la main. Et c'est illustré à la main, effectivement, il n'y a pas d'IA derrière. Il n'y a pas d'IA, c'est que des humains, et c'est un jeu de Masafumi Mizuno. C'est ça. C'est chaud à dire, hein. Et illustré par Yuko Iwase. Exactement, c'est un jeu qui vient du Japon. Donc c'est une localisation. Ici, alors, on a un jeu de quelqu'un que j'affectionne particulièrement, c'est Monsieur Johan Levé. Exactement, voilà. L'auteur de Turing Machine, l'auteur d'Archéologique, voilà. Donc un spécialiste de chronologie. C'est ça, donc un spécialiste du jeu de déduction, du jeu à code. Le spécialiste du cassement de tête. C'est ça, et il nous revient avec un autre jeu à cassement de tête, cette fois un petit peu plus simple quand même que Turing Machine, ce qui n'est pas très dur, on va en convenir. Un jeu un peu plus rapide, en 30 minutes ça se joue. Pour 8 ans et plus. On peut y jouer jusqu'à 4 joueurs. Et donc sur cette boîte, vous le voyez peut-être, on va avoir une carte à découvrir qui est ici, qui est cachée sur notre joueur. Et devant nous, on aura d'autres cartes semblables qui vont nous donner des indications, type Mastermind un petit peu. On va coupler avec la carte, notre carte en fait qu'on doit découvrir, avoir des nouveaux indices pour trouver la bonne combinaison qu'on a, la combinaison de 3 symboles. Pardon. Et on est dans un univers un peu très Indiana Jones. C'est ça, un petit peu un cas, c'est cool. Exactement ça. Donc Johan Levé, toujours du jeu à code, très bien casse-tête encore une fois. Ouais, le spécialiste de tous ces trucs-là. Ensuite on a Dr Jekyll and Mr Hyde contre Scotland Yard. Exactement, c'est un jeu à 2.
coopératif. Donc si vous connaissez le jeu Jekyll vs Hyde, ça reprend un peu la même thématique, mais là on est vraiment en jeu coopératif. Est-ce que c'est les mêmes auteurs? C'est les mêmes auteurs, oui. Okay. Et je crois qu'ils ont repris le même dessinateur d'ailleurs aussi. Vincent Dutray. Oui, ça doit être Vincent Dutray qui était au trait avant. On fait des jeux de mots, c'est bien. Donc Jekyll vs Hyde versus Scotland Yard. On est donc les deux facettes de Jekyll et Hyde contre Scotland Yard. C'est un jeu de pli coopératif. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancien jeu était un jeu de pli compétitif. Ouais. Là, c'était coopératif complètement, avec à peu près les mêmes règles, des pouvoirs qui peuvent déclencher des effets de jeu. Donc on voit un petit peu ici, comme changer l'ordre de valeur, l'ordre de puissance des couleurs, comme voler un pli à l'adversaire, etc. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que la police ne rattrape pas Jekyll et Hyde et que ces derniers arrivent jusqu'à la fin sans que la police les rattrape. Okay. Sachant que pour chaque valeur en excédent qu'on dépasse, la police nous rattrape encore plus. Donc il faudra vraiment arriver pile dessus avant la fin de la deuxième manche. On est encore sur un jeu en duo. Oui. Tout à fait. Alors là, c'est pas un jeu en duel, c'est un jeu en duo. C'est un jeu en duo, on est en coopératif. Voilà. Donc 20 minutes, on est vraiment sur des jeux très ciblés, 20 minutes là, c'est cool. C'est ça. Et c'est là qu'on va arriver sur le dernier jeu qui n'est pas un jeu en 20 minutes. Là, non, qui n'est pas un jeu en 20 minutes, c'est rarement le cas. Alors attends, ne bouge pas. Oui, je pense. Alors ici, on est sur un 4e jeu, donc là, rien à voir avec les autres, on est sur un jeu d'enquête. On est sur une enveloppe cartonnée, un truc qui s'appelle Cold Case. Alors je dis un truc. Oui, parce que c'est toujours un petit peu énigmatique et c'est toujours un peu, voilà, on se demande un peu qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans. C'est un vrai dossier que vous allez trouver dedans pour résoudre une enquête, effectivement une vraie enquête, un peu à la manière de détective si vous connaissez, donc vraiment des grosses déductions à faire soi-même. Vous avez 3 enquêtes dedans, 3 enquêtes de 2 à 4 heures, oui, vous en avez pour 2 à 4 heures, oui c'est long, c'est long. Et ben, du coup, résoudre l'enquête, vous allez devoir récupérer des indices, essayer de faire des déductions pour pouvoir mettre à l'épreuve vos neurones. Évidemment, c'est de 1 à 5 joueurs. Alors pourquoi 5 joueurs d'ailleurs? Parce qu'au-delà, en fait, au bout d'un moment, c'est comme les unlock. En fait, on conseille de 1 à 4 joueurs. Parce mais généralement, ce genre de jeu, c'est quand même vachement mieux à 2. Oui, 2 ou 3, je pense que c'est la configuration optimale. Parce que tout seul, on va rater des trucs, puis c'est un peu prise de tête. Là, à 2 ou 3, ça peut être bien. Bah écoute, super. Bah voilà, ça sort quand? Alors celui-ci est déjà sorti, je crois. Non, celui-ci n'est pas sorti, c'est celui qui va sortir. Ou un truc comme ça. Et il y en a un qui est déjà sorti qui s'appelle Les couleurs de l'oubli. En fait, c'est Maëlle qui nous souffle. Mais Maëlle, elle veut pas passer dans la caméra. Maëlle, elle est timide. Avril, elle sort en avril celui-ci. Du coup, je te demande pas les dates pour les autres parce que je vais te mettre en défaut peut-être. Boréal est déjà sorti, Temple Code. Oui, je Boréal, crois. Temple Code, il sort en mai, merci. En mai pour Temple. Et Jekyll est déjà sorti, je crois aussi. Non, il va sortir, mais incessamment sous peu. Avril aussi. Et donc Jekyll qui sort en avril. Voilà, donc ça fait avril. C'est déjà sorti et mois de mai. C'est ça. Et il y a début mars. Ouais, mais il est déjà à moitié dispo, on m'a dit. Voilà. Oui, on peut l'acheter sur le festival. Sur les salons. Et puis c'est sans compter toutes les sorties. Il y en a partout. Il y en a 1 kilomètre de sorties ici dans l'espace pro. C'est un truc de dingue. Il y a Heredity dont on a déjà parlé. Il y a La Guerre de l'Anneau. Il va y avoir une extension qui va sortir. Il y a plein de trucs. Les 5 royaumes chez Greux Games, illustrés par un ami Jean-Marie Minguez. Donc c'est pour ça que je voulais citer. Vous avez Palm Laboratory qui peut intéresser les experts aussi, qui est un jeu solo. Oui, c'est ça. Une reprise un peu de Palm Island. C'est la mode en ce moment de faire des jeux solo. Ça y est, c'est bon. Il y avait des modes solo, mais maintenant on fait des vrais jeux solo d'ailleurs. Et là, voilà, c'est une preuve que c'est vraiment d'actualité parce qu'on a un jeu solo nommé Alasdor. Donc du coup, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup Grégoire. Merci à toi d'avoir pris le temps de présenter. Merci de ton accueil. Et puis on va remballer vite fait parce que je crois qu'il y a des gens qui attendaient pour voir les trucs. Donc ça marche. Et merci à BlackRock Games et puis nous on continue sur le salon pour d'autres visites. Merci encore. Merci David. Bonne journée. On est maintenant sur le stand d'Atalia, toujours au Fige, en compagnie de Césaré. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. On se voit souvent quand même. Il faut. Au moins 2 fois par an, 3 fois par an. Alors c'était 3 fois quand il y avait dans les événements importants, le Paris ludique. Cette année, voilà, Paris ludique, il n'y aura pas. Donc on se verra que 2 fois ou peut-être à Vichy. En tout cas, la dernière fois on s'est vu à Essen. Ouais. Donc tu nous avais présenté quelques nouveautés à venir et puis là on est donc à Cannes et puis il y a des nouveautés maintenant qui sont concrètes, qui sont là, qui sont parce qu'à en vente. C'était des protos, alors là ils sont dispo. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence par ça. Rien, la petite. Oh là, tiens, j'ai tout foutu en l'air. Là. Et ben voilà. De toute façon, ça, avec les jetons comme ça c'est un jeu en deux en un. Eh ben tu as tout cassé encore plus. Voilà, oui. On le fait bien, on le fait pas. Donc ça s'appelle Circles. Circles, c'est un jeu 2 en 1, parce que vous avez d'un côté un plateau, de l'autre côté qui se retourne avec une seule main, j'ai du mal, mais
Attends, je vais t'aider. Ouais. Voilà. Vous avez ce côté-là qui est un peu plus complexe. Donc là, on est sur le thème du Far West avec de récupération d'or, la banque, le saloon, etc. Les mines. C'est vraiment l'ambiance Far West. Et là, c'est un jeu un tout petit peu plus abstrait, mais beaucoup un petit peu simple, plus de précision, un petit peu plus sportif, on va dire. Oui, tout à fait. Là, c'est un vrai jeu de dextérité uniquement. Et du coup, le principe, c'est on commence, je crois, par le 7. Il est où le 7 il est là, voilà, taf. Et du coup, on donne une pichinette qui doit faire au moins un demi-tour. J'arrive là et je mets, du coup, imaginons que j'avais la couleur blanche. On a 4 pions chacun, un pion ici. S'il reste là à la fin de la manche, c'est-à-dire quand tout le monde a joué les 4 cubes, ben, j'aurai 16 points. Okay. Et du coup, ici, on a une piste de score qui marque les points. Quand on est à 100 points, on gagne la partie. Okay. Donc, à ton tour, tu fais pareil. Tu vas donner une pichinette, dans le sens que tu veux d'ailleurs. Si tu arrives à un endroit où il y a quelqu'un d'autre, tu lui éjectes les points et tu mets ton cube. Par contre, si moi, tout d'après, je mets j'arrive sous le 16, je mettrai un deuxième cube, ça ne me fera pas gagner 2 fois 16. Par contre, si j'arrive à me mettre un troisième, je gagne la partie immédiatement. On n'arrive pas au 100. Donc si tu es très 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 précis, en fait, du coup, mais quand tu y en as 2 ici, tu as intérêt d'essayer de venir toi, comme ça tu m'éjectes, parce que sinon c'est dangereux. Bien sûr. Alors du coup, on continue avec les musiciens de Brême. Ah, les musiciens de Brême. Alors ça, on a fait une partie. Ouais. Et c'est moi qui ai gagné. Et c'est toi qui as gagné. Ouais, de pas grand chose, hein, ça. Mais en fait, c'est parce qu'il a l'expérience. Parce que là, c'est lui qui a gagné alors. C'est parce qu'il a. On n'a pas fini la partie, mais c'est parce que moi j'avais mes lunettes. Je voyais bien les questions. C'est ça. Donc les musiciens de Brême, on est sur un jeu où il va falloir cumuler des petits animaux l'un par-dessus l'autre. Oui, pour tout à fait. Alors d'estimer une hauteur. Ben, peut-être que tu peux essayer d'ouvrir, pendant que je discute, j'explique. Alors déjà, c'est inspiré par le conte des frères Grimm, les musiciens de Brême. C'est peut-être pas le plus connu, mais c'est une belle histoire d'amitié entre animaux qui veulent décider de se mettre ensemble et vivre ensemble, mais il y a des bandits qui leur ont piqué la maison. J'ai mis en place, ça tombe. Et donc le principe, c'est d'essayer de faire une pile d'animaux, parce que voilà, pour leur faire peur, ils sont mis l'un sur les autres, comme on voit dans la boîte, pour faire plus costaud. Et bien du coup, là on a 2 bandits, il y en a 4 des tailles et dimensions qu'on prend au hasard. Et on doit essayer d'estimer la taille que ces 2 bandits font quand on va les mettre, à la fin de la partie, on va les mettre un sur l'autre. Et il faut avoir une pile d'animaux qui forcément est supérieure à la leur, mais des justesses. C'est-à-dire il faut, parmi les plus grandes, il faudra la plus petite. C'est-à-dire qu'on va faire un cumul comme ça, au fur et à mesure, on va récupérer des choses. Sauf que comme tu nous l'as dit, par exemple, si j'ai un chat, je prends un chien, et du coup les 2 s'en vont. Non, c'est seulement le chat. C'est le chat qui s'en va. Et ça va dans la boîte. Voilà, parce que du coup le chat il a peur du chien. Les animaux sont en cercle sur la table, avec le panneau de Brême à un certain endroit. Et à son tour, on va choisir l'un des premiers 4 animaux suivant le panneau pour Brême, et on le remplace par le panneau pour Brême. Si moi par exemple je prends un petit lapin, hop, et du coup vu que j'ai pris un petit lapin, je récupère tes 2 lapins. C'est ça. Voilà. Et en fait, il y a plein d'interactions comme ça qui sont faites avec les personnages. Il y a par exemple la poule qui permet de prendre celui le plus haut, de le passer à son voisin, etc. Exactement. Et on les passe. Et puis il y a l'âne qui nous interdit de passer à la fin de notre tour. Parce que la partie finit quand tout le monde pense avoir quand je pense avoir une pile suffisamment grande pour les débattre. C'est ça. Je passe. On ne peut plus m'embêter avec les différents aspects, les différentes options des animaux, l'habilité. Mais voilà, du coup, quand tout le monde a passé, on va regarder et celui qui a la plus petite pile parmi celles qui sont quand même plus grandes que celle-ci gagne la partie. Voilà, ça paraît tout bête comme ça, mais en fait c'est pas si simple. Parce que il faut arriver à estimer, et puis en plus il y a d'autres personnages. Moi j'ai des lapins ici, c'est bien d'avoir 3 lapins, mais si quelqu'un prend un 4e, il va récupérer tous les lapins. Donc du coup je vais me retrouver avec une pile beaucoup plus petite. Il y a d'autres personnages. Il y a 4 bandits de tailles différentes, à chaque fois on prend 2 au hasard. Et du coup, l'estimation et la durée de partie n'est pas la même selon les parties. Voilà, donc ça, c'est les musiciens de Brême. On passe à... Alors, juste pour les enfants, ils jouent sans les habilités, parce que c'est peut-être difficile pour les enfants de se rappeler les c'est déjà bien pour apprendre à évaluer les dimensions des animaux. On passe à la louche. Ouais. Le jeu sur lequel j'ai gagné. Voilà. Alors ça, c'est un petit jeu d'ambiance d'apéro. Alors je vais lire une carte. Voilà, vas-y.
Alors du coup, par exemple, la sphère, quel est le diamètre en kilomètres de la Terre? Et bah du coup... c'est facile, on l'a eu tout à l'heure. C'est pas grave, on va pas y répondre, mais on va expliquer un petit peu. Normalement, c'est des questions que la plupart des personnes ne savent pas précisément ou ils savent pas du tout. Mais ils savent à la louche à peu près ce que ça fait. C'est ça. Donc on va inscrire une valeur en mini, une valeur en maxi, on aura un écart et puis après on va tous révéler puis voir si on a réussi à être au moins dans la louche. Voilà. Est-ce que tu te rappelles avec le moins d'écart c'était 8000 Non, tu vois, même, en fait, c'est ça, c'est une chose. Voilà, c'est la preuve, c'est parfait. Tu vois, je me rappelle Parce que tu vois, on a joué il y a 10 minutes, oui. Tu te rappelles jamais. Non. Parce que là, ils disent mais il y a 220 cartes, tu fais combien de parties? Alors, tu fais une quinzaine de parties avec les mêmes cartes. Je sens jamais révéler les mêmes cartes. Ouais. Mais puisque c'est des questions assez particulières, tu peux pas t'en rappeler. Tu te rappelles pas, quoi. Tu as une idée et tu continues à avoir une idée. Et du coup, tu continues à t'amuser. Tu t'en rappelles de César? C'était 12 000 et quelques. Tu vois, j'étais à 12 000 aussi. Bah non, on est à... Non, t'avais dit 8 000. 8 000 Ah ouais, c'est 12 000. En fait, toi, tu disais moins en plus. Bah c'est 12 000. Je me rappelle parce que moi, j'avais dit 8 000 tout à l'heure. J'avais dit entre 4 000 et 8 000. Et ça sort quand, ça? Ça dans 2 mois maximum. Dans 2 mois ouais, début fin avril, plus tard, j'espère. Okay. Même avant. Hein. Je crois qu'il est sous le bateau là maintenant. Je me mêle le pinceau avec tous les jeux en plus. Alors il y a aussi un jeu qui n'est pas là, dont je vais vous parler dans très peu de temps, qui s'appelle Terra Pyramide, qui n'est pas une nouveauté à venir puisqu'il existe déjà dans le catalogue, mais qui est un jeu qui est très très bien, que moi j'ai beaucoup aimé et que je vais vous présenter sur la chaîne dans quelques jours. Généralement Wolfgang Carvener et Michael Kiesling font des bons jeux. Ouais, il est très très bien, avec un très très beau matériel en plus. Ouais. Marrakech, ça je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, ce jeu de Stefan Feld, voilà, dans la ville de Marrakech, qui fait partie de la collection des City. Voilà, c'était pour parler de la collection City Collection, parce que là, cette année-là, on a sorti Marrakech en version essentielle. Il y avait d'autres, ça c'est le numéro 5 je crois de la Il y a eu New liste. York, il y a eu... et il y en a 4 autres qui le précèdent, qui étaient disponibles seulement en version... Deluxe ou classique, c'est-à-dire quand même une version assez survitaminée en matériel et malheureusement en prix. Et du coup, là, ils vont sortir cette année-là, en avril, Amsterdam arrivera en version classique, du coup à 80 € comme celui-ci. Toujours matériel très lourd, beaucoup de matériel. Et matériel fabriqué 100% en Allemagne, donc en Europe, y compris le bois. Parce que parfois on dit que c'est made in Europe, mais le bois est fabriqué en Chine. On a le droit, hein, mais c'est quand même un peu une contradiction. Là, pas de contradiction, et en plus c'est du carton éco-responsable. Ok. Voilà, ça, parce que parfois on dit 80 €, ça peut surprendre. Je sais que dans l'absolu, c'est pas donné. Mais ça les vaut, quoi. Après, si on veut avoir un minimum de respect, et puis il y a beaucoup de matériel. Ça, c'est au moins 3 kilos. Hein. Ouais, c'est lourd. Ouais, facile. Donc ça sort en avril en version essentielle. Ok, avril. Puis en fait, il est déjà en vente sur le salon? Non, t'en as quelques boîtes, c'est ça, la version essentielle. Alors, ça, c'est une version multilingue sans anglais, sans français, pardon. Ok. Et du coup, nous, on l'aura avec la version française. Ah, ok, d'accord, ça marche. Et donc ici, tu as Reflet d'acide. Alors c'est pas la meilleure personne pour parler demain. Je t'aurais dû venir demain. Si tu repasses, il y aura l'auteur qui est un personnage assez connu parce que à la base c'est un podcast assez connu. C'est un peu une parodie d'un dungeon crawler et qui est devenu ensuite une bande dessinée. Il y a plusieurs bandes dessinées qu'on trouve en librairie. Il y en a d'autres qu'on trouve seulement en téléchargement, et du coup tout ton univers et des personnes qui sont fans de ce jeu là. Du coup il y a 2 ans il y avait déjà eu un premier Kickstarter qui est parti à une vitesse de la lumière ici aussi en boutique que Kickstarter, et là il revient au bout de plus de 2 ans après avec une version avec 2 figurines offertes qui rend le matériel encore plus joli. Et du coup, ça reste un dungeon crawler, un peu jeu de rôle, mais toujours, c'est un jeu de société quand même à la base, et toujours avec cet aspect d'humour qu'on retrouve dans le podcast. Et j'ai vu qu'il y avait un mode compétitif et un mode coopératif. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et écoute, super, ça fait pas mal de choses qui arrivent
Et là, ce n'est qu'une petite sélection. Une goutte d'eau dans l'océan. Il y a Touch It qui va certainement faire parler de lui. Tu connaissais Touch It, le jeu qu'on touche derrière on a des illustrations devant et derrière il y a oui, oui, je vois. L'un des 4 dessins au relief et seulement avec le tact. Il fallait redevenir. Il faut toucher. Il faut toucher derrière. Voilà. Et plein d'autres. Il y a le catalogue ici. Je t'en donne un après. Est-ce que vous allez sortir l'extension de Gutenberg? Non, il n'y a pas d'extension. Vous n'allez pas la sortir parce que je sais qu'elle existe. Il a bien fonctionné, mais pas au point de sortir. D'ailleurs, les dernières copies sont ici en offre spéciale. On fait des stockages de ce qui reste à la fin. Si vous aimez des bons jeux experts, parce qu'on est initié expert, prenez celui-là. Je vous le conseille. En fait, les 4 qui sont ici, franchement, ils sont tous assez bien. Donc il faut en profiter. Voilà. Merci César. De rien. Écoute, on se retrouvera en octobre, dans 8 mois, avec à Essen. Grand plaisir. Parce qu'on ne pourra pas se retrouver à Paris. Donc rendez-vous à Essen. Voilà. Merci. Ciao. Ciao.